Je dois vous faire part d'une revendication qui n'est pas tout à fait syndicale, mais qui est liée à la liberté de la presse. Nous avons une série de journalistes qui commencent d'arriver dans notre salle. Est-ce que vous m'accordez la possibilité de leur laisser priorité sur nos collaborateurs, enfin chacun de nos collaborateurs, y compris de groupe, pendant une demi-heure, de façon à ce qu'ils puissent suivre le début de notre procédure d'examen, de procédure de destitution. Est-ce que vous êtes d'accord collectivement? Une demi-heure pendant lesquelles nos amis journalistes pourront assister aux échanges, après quoi vos collaborateurs... Non mais c'est par contre dans le silence, s'il vous plaît, pour que chacun donne son accord. Et dans une demi-heure, ils pourront partir. Et alors nos collaborateurs auront priorité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Merci. Donc ils sont très contents. Ils attendent tous l'intervention d'Antoine Léaumont, comme vous le savez. Alors, mes chers collègues, avant d'en venir à la procédure de destitution, nous avons quelques éléments à régler concernant en particulier la création d'un certain nombre de missions d'information. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Un certain nombre de missions d'information. Alors, je veux bien qu'on soit plutôt dans le mode silence, si ça ne vous dérange pas. Il y a donc plusieurs missions d'information qui ont été consenties par le bureau de la Commission. Je dois vous les présenter pour que nous les validions ensemble avec les co-rapporteurs qui seraient désignés. La mission d'information visant à évaluer l'efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est une reprise et une recréation d'une mission qui a déjà travaillé beaucoup au cours des mois précédents. Je vous demande par conséquent d'en valider la recréation. Et ses rapporteurs seraient Ludovic Mendes pour le groupe EPR et Antoine Léaumont qui poursuivrait par conséquent son travail accompli ces derniers mois. Par ailleurs, nous avons décidé de la création de deux nouvelles missions flash. Et je vous rappelle qu'à la demande du député Philippe Gosselin, les rapports de mission flash seront désormais traités comme les rapports de mission tout court, considérant que c'est un travail équivalent, même s'il est sur une durée plus courte. Mission flash, par conséquent, nous l'avions déjà évoqué ensemble sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité. Ces rapporteurs seront Éric Martineau pour le groupe démocrate et Stéphane Peu, que je salue, pour le groupe GDR. Une mission flash ensuite sur l'important sujet du régime des actes administratifs pris par un gouvernement démissionnaire. Ces rapporteurs seront Stéphane Mazard pour le groupe EPR et Léa Balage-Elmariki pour le groupe écologiste. Voilà, mes chers collègues, les missions d'information sur lesquelles nous allons pouvoir travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'ajoute qu'au total, s'il vous plaît, merci, j'ajoute qu'il y a environ 7 ou 8 demandes de missions d'information qui ont été produites par un certain nombre de groupes, le groupe RN, le groupe Lyot, d'autres encore, une demande également du président du groupe Droite républicaine, Laurent Wauquiez. Donc il faudra qu'on puisse les lisser dans le temps, parce que nous avons des administrateurs déjà très au travail. Donc évidemment, il y aura de la place pour chaque travaux, il y aura de la place pour chaque sensibilité qui compose à la fois notre Assemblée et nos commissions, mais nous devrons veiller à ce qu'elles puissent se dérouler dans un laps de temps compatible avec la charge de travail de nos administrateurs. Je tenais à vous en informer. Mes chers collègues, par ailleurs, évidemment, c'est le sujet du jour. Nous sommes saisis de la proposition de résolution visant à réunir le Parlement en haute cour en vue d'engager la procédure de destitution fixée à l'article 68 de la Constitution et qui a été introduite, comme vous le savez, par la révision constitutionnelle du 23 février 2017. Je rappelle que la proposition de résolution a été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, entre les téléphones et les chuchotements, ça va être compliqué. Mon cher collègue Warsmann, merci à vous. J'ajoute que la proposition de résolution donc, a été adoptée, jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni le 17 septembre dernier.
J'ajoute que le Conseil constitutionnel précise dans sa décision du 19 novembre 2014 que les dispositions de la loi organique, je cite, n'ont pas pour objet ni d'imposer à la commission des lois de conclure à l'adoption ou au rejet de cette proposition, ni même d'imposer à la commission d'examiner cette proposition. Et vous le savez, j'ai pour autant, après la recevabilité acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale, j'ai proposé au bureau de notre commission, qui l'a accepté, d'inscrire l'examen de la PPR à notre ordre du jour. Nous avons par conséquent la semaine dernière désigné notre collègue Jérémy Yordanov en tant que rapporteur. Il y reviendra dans quelques instants d'éclairer nos débats, de rappeler en particulier le cadre et la procédure de l'article 68 de la Constitution, ainsi que la procédure telle que précisée par la loi organique du 24 novembre 2014 et les précisions apportées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2014. J'ajoute que le bureau de notre commission a également fixé le déroulement de nos travaux de la façon suivante. Je veux les rappeler car ils seront l'ordonnancement de notre matinée, l'intervention de notre rapporteur, Jérémy Yordanov, pour environ 10 à 15 minutes, l'expression des représentants des groupes politiques pour une durée de 5 minutes chacun, la première prise de parole étant réservée au groupe auteur de la proposition de résolution, à savoir le groupe de la France Insoumise, pour lui permettre bien sûr d'en présenter les motivations. À l'issue de cette série donc de 11 prises de parole pour chacune des sensibilités qui composent notre commission, monsieur le rapporteur, vous pourrez bien sûr prendre la parole pour apporter, non pas des réponses, mais votre éclairage. Et après cette première série d'observations, nous donnerons la parole à 11 députés, issus là aussi de chacune des sensibilités qui composent notre commission, représentant une durée de temps de parole de 2 minutes. La dernière prise de parole étant réservée, là aussi, à la France Insoumise, en tant qu'auteur de la proposition de résolution, pour qu'il puisse apporter un certain nombre de réponses aux interpellations, observations, expressions qui auront été exprimées. Monsieur le rapporteur, bien sûr, vous pourrez ajouter vos propres commentaires. Nous passerons ensuite au vote. Et je vous indique que, s'il vous plaît, mes chers collègues, sur ce point, je vous indique que le bureau de la commission qui s'est réuni hier a décidé de procéder par la voie d'un scrutin public, pas un scrutin, un bulletin, ce n'est pas un bulletin secret, vous le savez, qui est réservé pour les seules nominations ou les votes de nos instances, bien sûr, pour le bureau de la commission, mais un scrutin public. Monsieur le rapporteur, vous avez par conséquent la parole. Je vous remercie. Et s'il vous plaît, dans le silence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous voilà réunis au lendemain d'une déclaration de politique générale sans vote de confiance et dans l'attente d'une motion de censure. Nous avons le gouvernement le plus faible de la Ve République et plus largement, nous traversons une crise politique dont nul ne peut prédire à ce stade le dénouement. C'est dans ce contexte un peu particulier que nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution visant à réunir le Parlement en haute cour en vue d'engager la procédure de destitution du président de la République prévue par l'article 68 de la Constitution. Ce texte est présenté par Mme Mathilde Panot et 80 autres députés. Jusqu'ici, une seule résolution de ce type avait été déposée devant l'Assemblée nationale en 2016, mais elle avait été déclarée irrecevable par le Bureau, décision au demeurant critiquable et critiquée. La présente proposition de résolution a, elle, été déclarée recevable par le Bureau le 17 septembre dernier. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une procédure de destitution est examinée au fond par notre commission. Aussi, c'est avec l'idée que nous allons créer un précédent que nous devons examiner ce texte. Avant de nous pencher plus avant sur la résolution elle-même, il est nécessaire de rappeler le cadre dans lequel nous devons intervenir. À la suite d'une divergence de jurisprudence sur l'interprétation de l'ancien article 68 de la Constitution, le pouvoir constituant est intervenu en 2007 sous le mandat de Jacques Chirac pour rénover le statut pénal du chef de l'État. C'est l'article 67 actuel de notre Constitution qui prévoit une immunité totale pour le président de la République s'agissant des actes accomplis en sa qualité et d'une immunité temporaire pour les autres actes. Il existe toutefois deux limites à cette immunité. D'une part, la responsabilité du président peut être engagée devant la Cour pénale internationale dans les conditions prévues à l'article 53-2 de la Constitution. Et d'autre part, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, elle peut l'être devant le Parlement, réuni en haute cour, dans les conditions prévues à l'article 68 de la Constitution.
Reprenant les préconisations du rapport de la commission présidée par Pierre Avril en 2002, le Constituant a profondément réformé l'article 68 de la Constitution. Antérieurement, le président de la République n'était responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. À la place, le Constituant a créé un mécanisme original permettant de destituer le chef de l'État en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ce mécanisme doit être initié par une résolution qui doit être adoptée par les deux chambres à une majorité qualifiée des 2/3 afin que le Parlement se réunisse en haute cour, laquelle statue également à la majorité des 2/3 et à bulletin secret. La loi organique de 2014, qui a permis l'entrée en vigueur de cette procédure, a prévu des délais restreints. La proposition de résolution doit être inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée au plus tard le 13e jour suivant les conclusions de notre commission et le vote doit intervenir au plus tard le 15e jour. Au-delà de la procédure, rappelons que la Ve République étant un régime parlementaire, le président est irresponsable politiquement. La règle cardinale de ce type de régime est que par le contreseing, c'est le gouvernement qui endosse devant la Chambre basse la responsabilité politique des actes du président. C'était le cas sous la Troisième et Quatrième République. C'est le cas actuellement en Allemagne ou en Italie, par exemple, mais aussi dans les monarchies parlementaires comme l'Espagne. Chacun le sait, la Ve République est un régime parlementaire particulier, que les constitutionnalistes s'accordent à qualifier de présidentialiste. D'une part, le président dispose d'une dispense de contreseing pour certains actes importants. D'autre part, son mode d'élection au suffrage universel lui permet de sortir de son rôle d'arbitre prévu à l'article 5 et d'opérer une captation du pouvoir, de déterminer et conduire la politique de la nation, pouvoir appartenant normalement au gouvernement si l'on en croit l'article 20 de la Constitution. Que l'on s'attache à la lettre ou à la pratique, au regard de ses prérogatives, le président de la République doit faire l'objet d'une protection. C'est en réalité la fonction qui doit être protégée. Comme indiqué dans le rapport de la commission Avril, la fonction présidentielle doit être protégée, y compris contre son titulaire, en cas de stricte nécessité. C'est tout le sens de la destitution prévue à l'article 68. En effet, la protection du président de la République a des contreparties logiques, notamment la nécessité pour le président de respecter ses devoirs constitutionnels, ainsi que le vote des électeurs lorsqu'il s'exprime. Le non-respect de ces devoirs doit, d'une manière ou d'une autre, pouvoir être sanctionné. Le système américain de l'impeachment est un peu différent. Dans le cadre du régime présidentiel, c'est-à-dire sans responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif, il vise à permettre de destituer le président ou tout haut fonctionnaire du gouvernement fédéral en cas de trahison, corruption ou autre crime de délit majeur. C'est dans ce cas d'une responsabilité pénale dont il s'agit. Le mécanisme de l'article 68 implique, à l'inverse, une appréciation politique du Parlement. Il est normal dans une démocratie que les représentants de la nation aient un droit de regard sur les éventuelles fautes du chef de l'État. Il n'y a aucun sacrilège à discuter de la personne ou de la fonction du chef de l'État. Il est sain que l'on puisse en débattre dans le cadre parlementaire, et le cadre parlementaire paraît le plus approprié. Je souhaite rappeler que c'est aux parlementaires de prendre leurs responsabilités et de questionner la pratique présidentielle lorsque celle-ci prend trop de liberté avec la Constitution. Nous avons trop longtemps toléré certains mésusages constitutionnels. Les auditions que j'ai pu mener me confortent dans cette appréciation. Venons-en au dispositif de la résolution qui nous est proposée. Et soulever un manquement du président de la République qui résulterait, je cite, de l'absence de nomination d'un Premier ministre issu de la force politique arrivé en tête aux élections législatives, et ce, alors que la démission officielle du gouvernement date du 16 juillet 2024. Concrètement, les auteurs de la proposition font valoir que, dans les pays de l'Union européenne, on confie partout aux partis arrivés en tête, même minoritaires, le soin de constituer un gouvernement. Précisons qu'en général, une procédure d'investiture est mise en place. Tel n'est pas le cas en pratique sous la Ve République. Le président nomme le Premier ministre, qui lui propose un gouvernement, lequel n'a pas, on peut le regretter, besoin de demander la confiance de l'Assemblée. Il faut ajouter que l'exemple donné du gouvernement de Pedro Sánchez en Espagne ne semble pas pertinent. Il gouverne certes sans majorité absolue, mais sa formation politique était arrivée deuxième, derrière le Parti populaire. Ce n'est donc pas la formation arrivée en tête des élections qui gouverne, mais celle qui a su négocier un accord de compromis lui permettant d'être investie par les Cortes.
Il est certain que le respect du résultat des élections législatives est un devoir du président de la République. Pour autant, force est de constater qu'en l'absence de majorité absolue et faute d'avoir négocié une coalition plus large afin d'atteindre le nombre de 289 députés, aucune force politique ne peut être regardée comme ayant remporté les élections. Arriver en tête est une chose, gagner en est une autre. On peut bien entendu regretter que le chef de l'État n'ait pas choisi de donner sa chance à un membre de la coalition arrivé en tête au second tour des élections législatives. Cependant, l'article 8 de la Constitution ne lui imposait pas de nommer une personne issue de cette formation, de cette force politique. Ce motif ne peut donc raisonnablement être qualifié de manquement à un devoir. Pour autant, il importe de rechercher si, dans la situation politique et institutionnelle inédite que vit notre pays, il pourrait exister un manquement à ces devoirs que le chef de l'État aurait commis. Prenons la dissolution elle-même, incompréhensible et en réalité absurde. Alors qu'elle sert normalement à régler des crises, pour la première fois, elle a directement provoqué une crise politique. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Ensuite, le délai de nomination du Premier ministre. Délai non pas trop long en lui-même, mais injustifié en l'espèce. 2 mois perdus, c'est autant de temps en moins pour rechercher une coalition ou pour diriger l'État. Et chacun voit aujourd'hui, avec les retards accumulés pour la préparation du budget, comme ce délai fut inconséquent. Tout ça pour aboutir à la nomination d'un Premier ministre en contradiction flagrante avec le barrage républicain, qui fut pourtant l'événement politique majeur du second tour. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Enfin, alors que le texte, comme l'esprit de notre Constitution commandait à un président des faits lors des élections de s'effacer et de n'être qu'un arbitre, au titre de l'article 5, on a vu Emmanuel Macron retenir un morceau du pouvoir, peser sur les choix des ministres, assurer à son camp la majorité des postes. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Il faut dire qu'il n'existe aucune définition dans la Constitution ou dans la loi organique de ce qu'est un manquement. Selon le rapport Avril, l'article 68, je cite, « se garde bien de définir le manquement par sa nature ou par sa gravité, le critère pertinent tenant exclusivement au fait que ce manquement serait incompatible avec la poursuite de son mandat, c'est-à-dire avec la dignité de la fonction qui serait ainsi compromise. » Comme vous le voyez, en réalité, ce n'est un manquement que ce que le Parlement estime en être un. À titre personnel, je considère que le doute est permis, que ces fautes politiques, compte tenu de leur accumulation et de leurs répercussions, peuvent constituer un manquement. Pour autant, si le manquement venait à être retenu, encore faudrait-il qu'il soit manifeste. Or, il ressort des auditions, comme du rapport Avril, que ce qualificatif traduit en réalité l'hypothèse d'un consensus qui dépasse largement les clivages partisans. Cette condition ne me semble pas être remplie aujourd'hui. J'ajoute qu'il existe un autre mécanisme pour aller rechercher la responsabilité de l'exécutif au sens large, la motion de censure. Et d'ailleurs, le seul cas où elle est aboutie, c'est en réaction à une décision du président de la République. Le 5 octobre 1962, le gouvernement Pompidou est renversé après que le général de Gaulle a choisi d'utiliser l'article 11 pour soumettre à référendum la question de l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Sur ces considérations, je laisse la discussion générale se poursuivre. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je passe immédiatement la parole à Antoine Léaumont, qui, au nom du groupe La France Insoumise, va présenter les motivations de son groupe concernant la procédure de la proposition de résolution. Allez-y, mon cher collègue. Pour 5 minutes. C'est bon ? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un jour historique. Pour la première fois de la Ve République, l'Assemblée nationale étudie la destitution d'un président. Cet outil, prévu par l'article 68 de la Constitution, n'a en effet jamais passé auparavant l'étape du bureau de l'Assemblée. C'est dire la gravité du moment. Un coup d'État de Macron, un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la Ve République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post, du Télégraphe et de El Independiente.
La honte. Voilà comment la presse internationale qualifie le coup de force de M. Macron contre le résultat des élections législatives. En effet, M. Macron a dit « personne n'a gagné ». Il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Certes, personne n'a de majorité absolue, mais il y a une force qui a gagné en arrivant en tête, le nouveau Front populaire. Et en refusant de nommer Lucie Castet Première ministre, M. Macron n'a pas respecté son devoir, car selon l'article 8 de la Constitution, il n'est pas là pour choisir le Premier ministre, il est là pour le nommer, ni plus ni moins. De quoi avait-il peur ? Que nous abrogions la réforme des retraites ? Que nous augmentions le SMIC à 1 600 €? Que nous imposions enfin ses amis milliardaires? Que nous restaurions les services publics? Assurément, M. Macron le craignait et il avait raison d'avoir peur car c'est bien notre programme. C'est donc pour cela qu'il a décidé de ne pas respecter les élections après avoir pourtant lui-même dissous l'Assemblée. Or, en démocratie, on ne respecte pas les élections seulement quand on est satisfait du résultat, on les respecte, point barre. Mais M. Macron n'aime pas la démocratie. Il préfère la répression, comme il l'a montré lors du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites et des révoltes urbaines. Et voilà qu'après les élections, il a inventé un prétexte, une trêve olympique, puis un prétexte de stabilité, pour esquiver le résultat des urnes. Or, l'instabilité, c'est lui, le chaos, c'est lui. L'article 5 de notre Constitution dit que le président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourtant, c'est lui qui a refusé durant 2 mois de nommer un Premier ministre. C'est lui qui, pendant 2 mois, a gardé un gouvernement prétendument démissionnaire qui a géré bien plus que les affaires courantes et a même voté à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs. Pire, M. Macron a nommé Premier ministre l'homme d'un parti ayant fait 5% aux élections. Comment appelle-t-on un régime où ce sont les perdants qui gouvernent ? Certainement pas la démocratie ou la République. Mais ce parti, c'est aussi celui de M. Retailleau, qui a déclaré que l'état de droit n'est pas intangible et que l'immigration n'est pas une chance pour la France, quand près de 20 millions de nos compatriotes en sont issus. Ces mots ne sont pas ceux d'un républicain, ils sont ceux d'un danger public pour la patrie. Alors, collègues, l'heure est grave. Censurer le gouvernement est nécessaire mais insuffisant. Le problème n'est pas qu'à Matignon, il est à l'Élysée. Et en proposant de destituer M. Macron, nous voulons régler ce problème par des voies constitutionnelles. Ce n'est plus seulement de la gauche ou de la droite dont il est question désormais, c'est de la République elle-même. Je vous rappelle, elle s'est fondée par un acte de résistance à un monarque. Le 10 août 1792, le roi Louis XVI est destitué. 42 jours plus tard, je cite, « La Convention nationale décrète à l'unanimité que la monarchie est abolie en France, la République commence. » Cette histoire, c'est la nôtre. Et comme députés, nous devons nous montrer à sa hauteur. Que disent les textes qui doivent guider nos actes et qui nous obligent? Notre Constitution dit « Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Tous ces principes ont été foulés aux pieds par M. Macron. Alors qu'allons-nous faire, collègues? Céder ou destituer? Bien sûr, nous, insoumis, nous eussions préféré qu'il existât un autre moyen, populaire, de destituer le président. Le référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Cet outil, nous le mettrons en place avec la 6e République. Mais nous devons pour l'heure faire avec l'existant. C'est donc à nous qu'il nous appartient de nous prononcer. Je vous appelle, collègues, à vous faire respecter et à faire respecter la voix du peuple en destituant M. Macron. Je vous appelle à être à la hauteur du moment en mettant un terme prématuré à l'autoritarisme du président. Bravache, il avait dit qu'il vienne me chercher, l'heure est venue. Monsieur Macron, je vous dis comme Gambetta face à MacMahon, quand la France a fait entendre sa voix souveraine, il faut se soumettre ou se démettre. Et à vous, collègues, je dis, l'histoire nous jugera. Soyez du bon côté. Pour notre part, républicains de la tête aux pieds et insoumis du cœur jusqu'au bout des ongles, nous serons fidèles à la grande histoire de notre pays. Nous destituerons le monarque. Puissiez-vous imiter cet exemple. Merci Antoine Léaumont. Je rappelle qu'au nom, mes chers collègues, je rappelle qu'au nom collègue, on peut tout à fait adjoindre l'adjectif cher, qui donne de la courtoisie républicaine supplémentaire. Je vais passer la parole à Monsieur Philippe Schreck pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France insoumise, par cette proposition de résolution, souhaite obtenir la destitution du président de la République. La meilleure façon de priver M. Macron de ses fonctions présidentielles
eût été de faire en sorte qu'il n'y accédât pas. Or, ceux qui crient à la destitution dans une démarche de communication sont ceux qui ont voté et appelé à voter pour Emmanuel Macron, que ce soit en 2017 ou en 2022, et qui, il y a moins de 3 mois, ont voté dans le cadre de basses manœuvres politiciennes pour les candidats présentés par le camp présidentiel. L'article 68 de la Constitution prévoit que le président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Pour les signataires de la proposition de résolution, ce manquement grave serait constitué par le refus de nommer comme Premier ministre Madame Castet, alors que cette dernière prenait ses congés estivaux à la mairie de Paris. L'article 8 de la Constitution prévoit que le président de la République nomme le Premier ministre. Il ne prévoit en aucun cas qu'il nomme le Premier ministre que LFI exige, et c'est bien ainsi. Il est par ailleurs affirmé que la faute du président de la République serait établie par son refus de nommer un Premier ministre issu du camp victorieux aux élections législatives. Ce postulat est significatif d'un certain syndrome de réécriture de l'histoire qui frappe la gauche. Elle se l'approprie, la travestit, la mutile, la revisite, la fait mentir pour faire cadrer l'histoire avec ses dogmes idéologiques. Il va de soi que le nouveau Front populaire n'a pas gagné les élections législatives. Le Rassemblement national et ses alliés derrière Marine Le Pen ont obtenu plus de 11 millions de suffrages. Ce score fut obtenu sans aucune tambouille politicienne ou arrangement. Pour autant, ne nous autoproclamons pas vainqueurs. Bien entendu, la procrastination estivale du président de la République est fautive. Le maintien d'un gouvernement démissionnaire pendant 2 mois interroge tout autant, car il n'est pas prévu par la Constitution. Cependant, il ne résulte ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni de l'esprit de l'article 68 de la Constitution, que l'attentisme du président, battu aux élections 2 fois en 1 mois, s'il est peu glorieux, ne constitue pas un manquement pouvant engendrer un processus de destitution. Nous le savons tous, cette proposition de résolution est un coup de communication, un de plus pour les tenants du chaos. Il n'aura échappé à personne que, dans la même semaine, ou presque, la première où notre Assemblée se trouve concrètement réunie, la NUPES devenue France populaire souhaite à la fois la destitution du président de la République et renverser le Premier ministre et son gouvernement. Vous voulez la disparition des institutions pour laisser la place au désordre, à la haine et aux folies programmatiques. Pendant ce temps, nous ne nous attachons pas à résoudre les difficultés des Français, difficultés qui s'accumulent. Cette proposition de résolution n'est qu'une posture, voire même une imposture. Le groupe Rassemblement national votera contre cette proposition, ne la soutiendra pas et souhaite que, enfin, et le plus vite possible, nous travaillons à la défense des Français, car nous n'avons été élus que pour cela. Je vous remercie. Merci. Aurore Berger pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de résolution de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France insoumise visant à engager une procédure de destitution du président de la République est infondée juridiquement et irresponsable politiquement. Reconnaissant à ces députés de la France insoumise une constante, remettre en cause systématiquement le résultat des élections quand celui-ci ne vous donne pas raison, porter atteinte à la fonction présidentielle. Vous restez de mauvais perdants. Mais surtout, par cette proposition de résolution, vous cherchez à affaiblir nos institutions et notre démocratie. Et vous tentez de créer une jurisprudence, comme le soulignait le rapporteur dans son propos introductif. Sur quel fondement juridique cette proposition repose-t-elle ? L'article 68 de notre Constitution est clair. La destitution ne peut être envisagée qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Le groupe LFI prétend que le refus du président de nommer la première ministre qu'ils avaient choisie constituerait un tel manquement. Le président n'est en aucune façon contraint de céder à une majorité artificielle. Vous ne constituez ni la première force politique de notre Assemblée, ni même la première coalition. La Constitution laisse une marge de manœuvre à la responsabilité politique du président de la République. La nomination d'un Premier ministre reste sa prérogative et c'est lui qui, au final, incarne l'unité de la nation. Prendre le risque de destituer un président parce qu'il refuse de nommer le Premier ministre que l'opposition avait déterminé pour lui
est une dérive dangereuse qui affaiblit non seulement notre institution, mais aussi la volonté des Français qui l'ont élue. Contrairement à ce que la France insoumise prétend également, il n'y a pas non plus de délai déterminé pour que le président de la République détermine son choix. Vous qualifiez de faute politique la nécessité qui a conduit le président de la République à garantir la continuité de l'État. En cela, il n'a fait finalement que répondre à l'esprit de notre Constitution. Ce que les députés de la France insoumise tentent ici, c'est évidemment uniquement un coup de communication, et c'est tout sauf un jour historique, comme vous le prétendez, tant nous sommes habitués à vos excès, à vos outrances, à vos mensonges, que vous érigez en vérité. Utiliser la destitution comme outil de combat politique, c'est jouer avec la démocratie, et la démocratie, ça se respecte, point barre, comme vous le disiez vous-même. Les députés de la France insoumise veulent nous faire croire que leur manœuvre sert la France, mais elle retarde toutes les autres questions essentielles, notamment celles qui concernent, elles, le quotidien des Français. Notre responsabilité est avant tout de stabiliser notre pays et de le rassembler, non de jouer les Robespierre au petit pied en espérant rejouer la terreur. En fin de compte, cette tentative de destitution n'a rien à voir avec l'esprit républicain. Nous avons une constitution solide qui a des mécanismes pour gérer les désaccords et les crises. La motion de censure est l'outil adapté pour exprimer une opposition claire face à un gouvernement, en aucun cas la destitution. Protégeons notre démocratie, comportons-nous en responsables politiques. La vie parlementaire n'est pas une farce, mettons fin à celle-ci en rejetant cette résolution. Merci. Hervé Soulignac, pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nos devoirs, ce sont les droits que les autres ont sur nous, disait Nietzsche. Et bien précisément, nous avons à traiter aujourd'hui des droits que le Parlement a sur le Président de la République et des devoirs que celui-ci a à l'égard de notre Constitution. Nous avons à le faire parce qu'il existe dans le pays depuis le 9 juin dernier un malaise institutionnel profond et qui se traduit par cette question mille fois entendue: à quoi ça sert d'aller voter? Ce malaise est décrit abondamment par la presse internationale, commenté par un ancien président du Conseil constitutionnel ou bien un ancien Premier ministre. Non, ce n'est pas une fantaisie des oppositions. Les libertés prises par le président de la République à l'été 2024 resteront comme un défi posé à nos institutions démocratiques. D'abord en prononçant la dissolution du Parlement à l'issue d'une élection dont les enjeux n'étaient pas nationaux mais européens. Ensuite en prononçant une trêve olympique que l'histoire constitutionnelle de notre pays ignore évidemment. Puis en écartant par un communiqué de presse la nomination à Matignon de la représentante de la coalition arrivée en tête. Et enfin en nommant un Premier ministre issu d'une formation ultra-minoritaire, reposant sur un cartel des droites et des extrêmes droites, négocié non pas ici au Palais Bourbon, mais directement au Palais de l'Élysée. Alors oui, le président de la République s'est accordé des libertés que nul ne lui accorde. Dès lors, il nous revient, à nous parlementaires, de tenter d'apprécier la nature des atteintes portées à nos institutions et, je devrais dire, au peuple français. Cette procédure de destitution ne se réduit pas à une question de droit constitutionnel, sinon le constituant en aurait confié l'appréciation au Conseil constitutionnel. La destitution relève bien d'une procédure éminemment politique dont le Parlement a la charge. Elle constitue la protection ultime contre le pouvoir personnel et l'abus que pourrait en faire le chef de l'État. L'article 68 de la Constitution nous invite à répondre à une question à la fois simple et imprécise. Le président de la République a-t-il manqué à ses devoirs d'une manière manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? J'y répondrai en 3 points. D'abord, le pouvoir de nomination du Premier ministre par le président de la République n'est pas un pouvoir lié. Il lui laisse en effet toute latitude pour le choisir. Et en miroir, ça a été dit avant moi, la Constitution offre au Parlement un moyen incontestable et tout aussi libre pour répondre à ce choix. C'est la motion de censure, pas la destitution. Les socialistes voteront la première, pas la seconde. Ensuite, je rappelle que cette procédure de destitution est héritière de la procédure pour haute trahison, qui nous oblige à nous hisser à la hauteur de l'accusation. La destitution du chef de l'État doit rester le recours ultime. Nous avons à prendre la mesure exacte de la faute politique commise par le président, ni plus ni moins. Enfin, le manquement que nous devons caractériser doit être manifestement incompatible avec l'exercice du mandat présidentiel. Manifestement signifie que ce manquement doit être sans nuance, sans contestation possible. Cet article est un article de consensus, ça a été rappelé par notre rapporteur, et à cet égard, il exige la majorité des 2 tiers parce que l'appréciation portée doit dépasser les clivages.
Or, si le malaise est évidemment partagé, il n'y a pas de consensus pour caractériser ce manquement. Alors oui, le président a malmené nos institutions. Oui, il a ignoré nos usages démocratiques. Oui, il a heurté nos pratiques parlementaires. Il a en somme poursuivi ce que nous lui reprochons depuis 7 ans, la brutalisation de nos règles suprêmes de vie commune. Il en a même fait un marqueur de sa pratique du pouvoir, disruptif, selon ses propres termes, jusqu'à maltraiter la souveraineté populaire. Si ce comportement relève d'un usage abusif des droits du président qui nous a conduits à une absurdité démocratique, il ne constitue pas un manquement à ses devoirs. L'histoire se fera juge d'un président qui a décidé de nommer un Premier ministre selon ses humeurs, décidé de maintenir un gouvernement d'affaires courantes pendant 70 jours et qui s'est attelé à bidouiller lui-même les équilibres parlementaires pour unir les droites contre l'alternance voulue par le suffrage. Dans cette situation de crise dont le peuple français n'est pas responsable puisque seul le président l'est, le devoir nous commande, mes chers collègues, de mettre un terme à cette procédure pour que l'histoire retienne l'honneur de notre Assemblée plutôt que les turpitudes du chef de l'État. L'honneur de notre Assemblée sera de ne pas répondre à un abus de pouvoir par un autre abus de pouvoir. L'honneur de notre Assemblée sera de respecter scrupuleusement l'esprit de la République dans ses fondements et de lui être fidèle pour deux. L'honneur de notre Assemblée sera de ne pas nourrir la division en nous plaçant résolument du côté de nos institutions et de leur équilibre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Philippe Gosselin, pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, quelques mots à notre tour au nom des Républicains. Effectivement, la question n'est pas de savoir ici si nous aimons ou n'aimons pas le Président de la République, si nous le supportons ou ne le supportons pas. Nous sommes nombreux à ne pas être dans les thuriféraires, sans doute, mais pour autant, nous sommes la commission des lois et nous ne sommes pas juges des sentiments, de l'aversion ou de la haine provoquée par certains ici. Nous ne sommes pas juges des élégances ni des sentiments. Nous devons donc juger en droit. Ce qui est reproché au président de la République, c'est d'avoir manqué à ses devoirs. Reprenons l'article 68 de la Constitution. On parle d'un manquement. Il faudra examiner ce manquement grave. Il faut donc le qualifier, savoir s'il est manifestement constitué et s'il est incompatible avec l'exercice de son mandat. Tout ça suppose de croiser un certain nombre d'articles de la Constitution. Et en commission des lois, nous devons d'abord être juristes avant de faire un procès politique, comme nos collègues tentent de le faire croire et de l'activer. Que dit l'article 8 de la Constitution ? L'article 8 nous dit que le président nomme le Premier ministre. Il n'y a pas de condition de délai, il n'y a pas de condition de forme. Et même si on pouvait éventuellement exciper d'une coutume constitutionnelle dans les formes précédentes de la précédente mandature ou des mandatures précédentes, il se trouve que justement, ici, en 2024, nous sommes dans de l'inédit sous la Ve République. Donc il n'y a même pas de précédent constitutionnel qui pourrait justifier qu'il y aurait un délai minimum ou une forme minimum. En plus, sans vouloir jouer le pédant et faire un cours de droit concile, je vous renvoie à l'article 19 de la Constitution. L'article 19 nous dit quoi ? Il nous dit que c'est un pouvoir propre du président de la République qui n'est pas soumis à contreseing. Il est donc libre, même si ça peut constituer une faute politique, il est donc libre de faire d'une certaine façon à sa guise. Mais est-ce à sa guise quand il s'appuie finalement sur l'article 5 de la Constitution qui a été cité par notre collègue Léaumont tout à l'heure. Notre collègue Léaumont nous dit il veille au respect des institutions, etc. Il oublie d'ajouter ce qui est important, il veille par son arbitrage au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. N'y a-t-il pas ici un rôle d'arbitrage du président de la République, même si nous sommes nombreux à le trouver excessif, puisque nous avons franchi des étapes qui étaient celles plutôt de la 4e République, celle de la plus longue absence de gouvernement ces dernières décennies. C'est sans doute une faute politique, mais est-ce un manquement à ses devoirs ? Et j'en reviens à l'essentiel, c'est-à-dire l'article 68. Un manquement. Quand on a évoqué l'article 8, quand on a évoqué l'article 5, quand on a évoqué l'article 19 et qu'on sait par ailleurs que le président est l'élu du suffrage universel, eh bien, y a-t-il un manquement à ses fonctions, à ses devoirs ? Je ne le pense pas. Sans doute une faute politique. Oui, ça, vraiment, elle peut lui être reprochée. La faute de la dissolution, la faute de ne pas avoir constitué un gouvernement qui n'est pas celui qui a l'air de plaire à tous.
Mais pour autant, il n'y avait pas de majorité. Et justement, s'il y avait eu une majorité, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et ceux qui communiquent, inventent le respect républicain de la tête aux pieds, seraient bien avisés de ne pas se draper dans un roman national qu'ils trafiquent à leur petite idée pour en réalité renverser nos institutions, pour en réalité finalement avoir un effet de levier en s'appuyant sur la Constitution pour changer de régime. Moi, je veux bien qu'on change de président de la République, mais ça se fait dans les délais démocratiques, ça se fait par la forme du suffrage universel direct et pas en soulevant quelques sujets qui sont sortis de leur contexte, d'une part, et qui ne correspondent aucunement à l'article 68 de la Constitution. Comme d'autres, je souhaiterais qu'on s'intéresse d'abord aux préoccupations de nos concitoyens. Et quand j'écoute la présidente Panot, j'ai quelques résumés de sa pensée. 3 priorités, nous dit-elle. Censurer le gouvernement, très bien, c'est son droit, et la Constitution le permet. Destituer le président, ok, c'est possible avec l'article 68, encore faut-il que les conditions soient parfaitement remplies. Et 3e priorité de Mme Panot et du groupe Insoumis, c'est la remplacer. Alors qu'il y a aujourd'hui le feu dans le monde, alors que l'Ukraine, alors que la Palestine, alors qu'Israël, que l'Iran, que le Proche et le Moyen-Orient sont sur une poudrière, voilà les 3 priorités de Mme Panot: censurer le gouvernement, destituer le président, le remplacer. Je crois qu'il y a mieux à faire qu'un procès politique qui nous mènerait dans une impasse. Et évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République n'est pas le sujet. Il est garant de nos institutions. Nous devons, nous aussi, être garants de cette stabilité. Je vous remercie. Merci. Pouria Amir Chahid pour le groupe écologiste et social. Oui, en vérité, nous ne traitons pas ce matin de la destitution du président de la République. D'abord parce que la procédure ne recueillera pas la majorité des 2/3, et vous le savez très bien. Ensuite parce qu'un peu de sérieux, on n'est pas en 1791 à Varennes avec Louis XVI, on n'est pas plus en 1945 à Paris avec Pétain. Enfin, et c'est bien le problème qui nous est posé, aucun des nombreux et graves manquements du président de la République à ses devoirs politiques, depuis le 9 juin, je les rappellerai, n'est illégal. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre rôle ici que de juger de la légalité des actes pris, c'est au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. Et pour toutes ces raisons, nous n'avons pas signé la proposition de résolution. Alors pourquoi lui donner une suite favorable? Parce que le président de la République n'est pas sacré. Et qu'à part cette procédure exceptionnelle, il n'en existe aucune autre, aucun levier, aucun véhicule, ni même aucun cadre légal pour contraindre le président de la République de répondre de ces décisions graves. S'il en existe d'autres, dites-le moi, je m'y rallierai, mais je n'en connais aucun. Quels sont ces manquements dont tous les constitutionnalistes s'accordent à dire que nous devons les définir? Premier manquement à un devoir de neutralité. Sur quelle base, si ce n'est l'exigence formulée par M. Bardella, le président estime que les députés de la nation n'ont plus de légitimité au point de dissoudre l'Assemblée nationale après des élections européennes? Quel est le rapport? Aucun. À moins de transformer chaque scrutin en plébiscite, ce qui est grave et dangereux. Deuxième manquement à un devoir de sagesse. Rappelez-vous l'effet de sidération d'un pays qui comprend que le président, garant des principes républicains, s'apprête à donner les clés à leurs fossoyeurs, ceux-là contre lesquels, par 2 fois, en 2017 et en 2022, il s'était dit, il avait eu un mandat qui l'obligeait. Troisième manquement au principe de séparation des pouvoirs. Après les élections, le président a cherché à se substituer au Parlement jusqu'à empêcher la force arrivée en tête de constituer un gouvernement, en tout cas de le proposer, et en exigeant de tous les autres partis qu'ils s'accordent sur une seule politique, la poursuite de la sienne. C'est une dépossession très grave de la souveraineté du Parlement. Quatrième manquement à un devoir de sincérité. Une fois les élections perdues, il nous a expliqué officiellement, c'est la seule explication qu'il a donnée, qu'on ne pouvait pas changer de gouvernement à cause des Jeux Olympiques. Ah bon? Mais alors pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale et mis le pays en tension? Cinquième manquement à son rôle de garant du bon fonctionnement de l'État. Durant cette période, le pouvoir a été accaparé par un gouvernement fantôme, sans légitimité de plein exercice, et a continué à émettre des décrets et arrêtés, parfois portant nomination. Même, vous vous rappelez d'épisodes des lettres plafond. Il y a eu un pouvoir de fait non soumis au contrôle parlementaire conformément à l'article 24 de la Constitution. On a même eu des ministres députés, un ministre député commissaire européen et un ministre des Affaires étrangères, président de la Commission des Affaires étrangères. Sixième, une faillite morale. Les Français se sont massivement mobilisés contre l'extrême droite. Le RN a lui-même d'ailleurs dénoncé cette discipline républicaine qui lui a coûté le pouvoir.
Et pourtant, Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre issu du seul parti qui n'a pas soutenu cette discipline républicaine. Il a même nommé des ministres dont le Rassemblement national dit lui-même qu'ils pourraient être des porte-parole de leur idéologie, notamment sur l'état de droit et sur l'immigration. Dans n'importe quelle démocratie moderne, l'exécutif aurait été responsable de tels actes. En France, non. Dans quelle démocratie parlementaire ce cynisme tout personnel aurait été possible? Aucune. Vous comprenez bien que notre Constitution, déjà problématique à bien des écarts, est en train de pourrir de l'intérieur et qu'à l'évidence, une nouvelle page de notre histoire constitutionnelle doit s'ouvrir. En clair, il est temps de tourner le dos au présidentialisme dont les risques de l'arbitraire et de l'autoritaire peuvent demain se conjuguer pour le plus grand malheur de notre démocratie. Car imaginons demain qu'un autre président, encore plus inconséquent, encore plus irresponsable, s'engage dans des interprétations encore plus désinvoltes à l'égard des institutions, de l'état de droit et des principes de séparation des pouvoirs. Il ne s'agit pas ici donc du procès d'un homme, il s'agit du procès d'une constitution de l'hyperprésidentialisme et de la Ve République. Ce que nous appelons de nos vœux, c'est un débat sur la responsabilité politique du président et sur son rôle même, pour permettre à l'Assemblée nationale, dans l'intérêt même de la démocratie, de renforcer ses prérogatives au détriment de celles d'un exécutif tout puissant, trop puissant. Ce qui va compter, ce ne sont pas les effets de manche, mais la qualité de notre débat pour définir les limites de l'action du président. Il est donc crucial que ce débat ait lieu, car il doit éclairer les futures réformes constitutionnelles devenues inévitables. Le groupe écologiste et social, en donnant une suite favorable à cette résolution, ne se prononce pas pour destituer un président qui est encore en capacité d'assumer ses fonctions, mais pour que tous les parlementaires, et pas seulement les commissaires aux lois, saisissent une trop rare occasion de poser les jalons d'une nouvelle étape démocratique radicale dans notre histoire constitutionnelle. Merci. Philippe Platon pour le groupe Les Démocrates. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens à exprimer au nom des députés du groupe Les Démocrates notre opposition face à l'enclenchement de la procédure de destitution du Président de la République par les députés de la France Insoumise. Cette procédure de destitution, permise par notre Constitution, est éminemment politique. Elle a été conçue pour protéger la fonction du chef de l'État, bien sûr, mais elle a été surtout envisagée pour être exceptionnelle et n'être utilisée que de façon responsable et raisonnable. C'est en ce sens que, pour aboutir à la décision du Président, elle doit transcender les clivages partisans. Or, nous sommes tous ici conscients que nous ne parviendrons pas à nous mettre d'accord sur les arguments que vous soulevez pour justifier un manquement du chef de l'État à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. La Constitution n'impose aucun délai au Président pour nommer le Premier ministre. Elle ne lui impose pas non plus de nommer le candidat proposé par la coalition arrivée en tête aux élections législatives. Cela a déjà été dit précédemment, et notamment par Philippe Gosselin. Cette initiative n'a donc aucune chance d'aboutir. Bien que certains membres du bureau de l'Assemblée nationale l'aient jugée recevable, alors même qu'ils s'y opposent sur le fond, nous sommes tous conscients que pour des raisons juridiques et l'équilibre politique au sein de l'Assemblée nationale comme du Sénat, la destitution du Président ne recueillera pas l'assentiment des 2/3 des parlementaires et n'ira pas à son terme. Alors quel est l'objectif, si ce n'est un dévoiement de la procédure parlementaire dans le seul but de faire de la communication ? Il est inconcevable et irresponsable d'agiter la menace de destitution du Président de la République à cause d'un désaccord politique, aussi profond soit-il. Vous recourez ici de façon abusive à cette possibilité qu'offre la Constitution et vous ne faites que fragiliser notre démocratie et l'unité de notre pays, alors que nous avons au contraire besoin de le rassembler. À travers leur vote en juillet 2024, les Français ont exprimé un besoin de dialogue et d'apaisement, et vous décidez au contraire de remettre de l'huile sur le feu et d'attiser toujours plus les clivages. Les élections n'ont pas donné plus de majorité au nouveau Front populaire qu'aux autres forces politiques de cette Assemblée nationale. Alors face à une Assemblée morcelée en plusieurs blocs, nos responsabilités d'élus de la nation auraient dû être de mettre de côté notre ambition d'appliquer notre programme, et rien que notre programme, et d'aller chercher des compromis avec d'autres forces politiques de l'arc républicain. C'est ce qu'ont exprimé les Français dans les urnes lors des dernières élections législatives. Une demande de dialogue et de recherche du compromis, mais aussi et surtout des solutions aux problèmes qui les préoccupent. Plus de justice fiscale, de justice sociale, une transition écologique juste, une amélioration de nos services publics, plus d'efficacité dans l'action publique, des solutions pour l'école, la santé, le logement. Telles sont les attentes de nos concitoyens auxquelles il faut répondre. Nous refusons que l'Assemblée nationale devienne un terrain de jeu politicien au service de calculs politiques de court terme. Nous devons nous tenir éloignés des postures. Notre rôle de député est au contraire de rester pleinement mobilisés pour défendre des réformes responsables, en phase avec les défis économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté, dans le respect de la pluralité des opinions qui se sont exprimées lors des dernières élections. C'est pour atteindre cet objectif que les députés du groupe Les Démocrates continueront de s'engager. Loin des logiques politiciennes, nous cherchons et choisirons d'être responsables et de mettre notre énergie dans la recherche de solutions adaptées aux attentes formulées par nos concitoyens. Ainsi, nous voterons contre cette proposition de résolution. Je vous remercie.
Merci. Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. À travers cette proposition de résolution, le groupe Horizon et Indépendants y voit comme un dévoiement inquiétant et combinatoire de notre Constitution. Au motif que le président de la République n'aurait pas nommé un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire, alors que cette coalition n'a absolument pas une majorité absolue de sièges à l'Assemblée nationale, celui-ci aurait commis, je cite, un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, justifiant sa destitution. Pour rappel, et comme cela a été expliqué, la définition du manquement relève d'une appréciation politique appartenant au Parlement. Son caractère manifeste implique néanmoins que la reconnaissance de cette incompatibilité transcende les clivages partisans actuels, s'impose pratiquement à tous comme une évidence objective et non à quelques-uns comme une appréciation uniquement politique, comme le souligne le rapport de la commission de réflexion sur le statut pénal du président de la République. Or, au regard des différentes positions exprimées à l'instant, il est manifeste qu'il n'y a absolument aucune évidence objective, mais bien une appréciation exclusivement politique et partisane, qui dès lors doit être rejetée. Il est également bon de rappeler qu'au terme de l'article 8 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre. Ce pouvoir n'est encadré par aucun délai, et le président est libre de nommer la personne de son choix. Dans la pratique, et dès lors qu'il doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, il tient compte des équilibres politiques des groupes parlementaires, afin que le Premier ministre ne soit pas renversé par une majorité de députés qui lui seraient hostiles. Or, il est évident, et les calculs sont assez simples, que la coalition du nouveau Front populaire réunit une majorité absolue des députés hostiles à son programme et donc à son code date. Celle-ci serait donc inévitablement censurée et participerait grandement à déstabiliser nos institutions. Par ailleurs, s'il est si évident pour la France insoumise que la nomination de Michel Barnier est une entrave à nos dispositions constitutionnelles, vous savez pouvoir user de celle-ci, peut-être même en abuser, pour censurer ce gouvernement et ainsi exiger qu'il en soit changé. C'est l'équilibre des pouvoirs voulu par notre Constitution et il est, me semble-t-il, très sain et efficace pour assurer le respect de nos principes démocratiques. Dans le contexte de péril international, sécuritaire et financier que connaît notre pays, le groupe Horizon et Indépendants est profondément convaincu qu'il en va de la responsabilité de chacun d'assurer la stabilité des institutions et du pays. C'est notre priorité et ce doit être celle de tous les responsables et mouvements politiques républicains. Or, cette proposition de résolution, qui n'a aucune chance d'aboutir, n'a que pour objectif de fragiliser et déstabiliser notre pays et ses institutions. Le groupe Horizon Indépendants s'étonne d'ailleurs que des parlementaires issus de partis de gouvernement, à l'instar de certains députés du groupe socialiste, aient voté en faveur de la recevabilité de cette proposition de résolution au bureau de l'Assemblée nationale, alors qu'il est évident qu'il s'agit d'une manœuvre abusive. Il est bon de noter que lors de l'examen de la précédente proposition de résolution visant à destituer le président de la République déposée en 2016, le bureau composé alors d'une majorité de socialistes s'était déclaré compétent pour en apprécier l'opportunité et l'avait déclaré irrecevable sur ce fondement. En effet, non seulement cette procédure de destitution ne respecte pas les conditions définies par l'article 68 de la Constitution, mais elle est aussi vouée à l'échec puisqu'elle ne sera pas adoptée par le Parlement. Elle est donc totalement infondée, outrancière et ridicule. Cette procédure n'est qu'une manœuvre politicienne qui participe en outre à décrédibiliser le bureau de l'Assemblée nationale. Les députés Horizon et Indépendants en appellent à la responsabilité et au rassemblement. Plus que jamais, la gravité de la situation impose que les responsables politiques fassent preuve de responsabilité pour dépasser les postures et les clivages, assurer la stabilité des finances publiques et des institutions et permettre au pays de sortir de la crise. Nous nous opposerons donc fermement à l'adoption de cette proposition de résolution, une pure tentative de déstabilisation de nos institutions voulue par LFI. La démocratie se respecte. Il en va de notre responsabilité de parlementaires. Merci. Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon nombre de collègues ici présents expriment une désapprobation, de la colère vis-à-vis du Président de la République. Ce sentiment est hélas partagé par de nombreux concitoyens. La méthode employée par le Président de la République est irrespectueuse et jette l'opprobre sur nos institutions. Le nouveau Premier ministre prônait hier l'apaisement dans le discours de politique générale. Le Président de la République, lui, n'a de cesse de jeter de l'huile sur le feu et semble confondre le rôle de chef de l'État avec celui de chef de clan. Dans notre système hyper concentré autour du chef de l'État, Emmanuel Macron est bien le responsable de la crise politique que nous traversons. À propos du constat, je pense que nous pouvons nous rejoindre.
Ajoutons à tout ceci que le président de la République a récemment été désavoué à 2 reprises lors des scrutins électoraux. Il se retrouve que d'autres présidents avant lui ont démissionné dans de pareilles circonstances. La Ve République aurait même pu imaginer qu'en cas de dissolution, le président se retrouvant sans majorité soit obligé de démissionner, mais ce n'est pas prévu. Alors, nous sommes amenés à nous prononcer sur l'article 68 de la Constitution et nous sommes attachés à l'état de droit. Et là, nous pouvons dire que le compte n'y est pas. Vous évoquez le fait, monsieur le rapporteur, que nous devrions réunir le Parlement en haute cour aux fins de destituer le président car il n'a pas procédé à la nomination de Lucie Castex, portée par le nouveau Front populaire, ou que le président a tardé à nommer un Premier ministre. D'un point de vue objectif, et selon les termes de la Constitution, aucun délai n'est mentionné pour nommer un Premier ministre, a fortiori un gouvernement. On peut le regretter, certes. Je ne me suis pas réjoui d'avoir attendu 2 mois pour qu'un gouvernement soit formé, bien au contraire. Mais on ne peut, en tout état de cause, procéder à la destitution du président de la République alors que le motif ne trouve pas de fondement dans le texte constitutionnel. De même, à propos de la non-nomination de Mme Castex, je comprends votre frustration, chers collègues. Je reconnais que la coalition du nouveau Front populaire est arrivée en tête au 2e tour avec 193 députés. Reconnaissons toutefois qu'un gouvernement qui ne reposerait que sur une majorité si faible numériquement ne saurait tenir. Une ouverture vers d'autres groupes de cette Assemblée vous aurait d'ailleurs peut-être permis d'élargir cette majorité. Factuellement, et encore une fois je regrette cet état de fait, le président de la République nomme qui il veut, selon les termes de la Constitution. Dès lors, force est de constater que le syllogisme juridique ne tient pas ici. Quand bien même le groupe Lyot est bel et bien un groupe d'opposition au gouvernement et au président de la République, vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous associer à cette résolution. J'irai même plus loin. Je regrette l'examen de cette résolution pour la raison suivante. Vouée à l'échec, elle ne fera que renforcer le président dans la logique qui est la sienne, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut quand il veut. Permettez-moi d'utiliser le temps qui m'est imparti pour réaliser un procès, non pas celui du président de la République pour des manquements à ses devoirs, manifestement incompatibles par les exercices de son mandat, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt celui de la Ve République. Ce système imaginé en 1958 fait la part belle à l'exécutif et à l'exercice bonapartiste d'un homme. Je suis convaincu que cette Ve République est à bout de souffle et qu'il est de notre devoir d'imaginer une nouvelle architecture pour nos institutions. La démocratie est aujourd'hui remise en cause, les corps intermédiaires sont méprisés, les élus locaux ne sont pas considérés comme ils devraient l'être. La France ne s'en sortira pas en remettant son destin entre les mains d'un homme ou d'une femme providentielle. Faisons preuve de responsabilité. Nous disposons d'une large majorité autour de ce que l'on peut communément appeler l'arc républicain. Alors certes, cet arc est très large et particulièrement divers. Le dénominateur commun est sans doute très restreint. Mais nous devons aujourd'hui à la fois répondre à des problématiques très urgentes pour le quotidien de nos compatriotes. Je pense notamment au pouvoir d'achat, au logement, à l'accès aux soins. Mais nous avons également pour mission de réfléchir à la manière dont nous devons réformer notre pays. Je dirais donc en conclusion que je ne vous suivrai pas à propos de cette résolution de destitution du président de la République, mais vous pouvez compter sur moi pour œuvrer à l'avenir en faveur de la destitution de la fonction présidentielle type Ve République. Merci. Alors, Madame Emeline Kerbidi pour le groupe GDR. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Jamais un président de la République n'aura autant méprisé les électeurs. Jamais un président de la République n'aura autant méprisé l'Assemblée nationale. Jamais il ne se sera autant joué de nos institutions, contourné la Constitution, multiplié les trahisons à sa parole, mais surtout aux principes démocratiques et républicains de notre pays. Interprétation contestable, mésusage, abus de droit, violations répétées, fautes politiques. Depuis des mois, nous ne comptons plus les actes du président de la République qui engagent sa responsabilité, à tout le moins politique et morale. Et vous êtes nombreux sur ces bancs à en convenir, indépendamment de l'issue du vote. En refusant d'accepter la défaite de son camp et en poursuivant sa présidence jupitérienne, alors que le résultat des législatives imposait un changement de politique, Emmanuel Macron s'est enferré dans un coup de force démocratique en trahissant le résultat du scrutin.
Au prétexte de la stabilité institutionnelle, le président de la République s'est arrogé le droit d'empêcher le nouveau Front populaire de gouverner et décider de s'allier avec la droite et l'extrême droite pour interdire tout changement de cap politique, pourtant plébiscité par la majorité de nos concitoyens. L'ampleur de la crise démocratique que traverse notre pays n'a d'égal que la colère des Français. Certains, visiblement, feignent de ne pas l'entendre. La représentation nationale ne peut raisonnablement rester taisante. Certains s'accommodent volontiers des fautes politiques du président de la République, d'autres en tirent avantage. Nous tenons à les dénoncer avec force. La question de la destitution du président, aussi délicate soit-elle, est donc, nous devrions tous en convenir, un débat légitime que nous avons aujourd'hui en commission des lois. À ceux qui réduisent cette procédure à un problème exclusivement juridique, à une simple interprétation de notre Constitution, à un cours de droit, rappelons que la procédure de destitution est avant tout un mécanisme parlementaire de mise en cause du président de la République. La formulation de l'article 68 est volontairement très large afin de permettre de faire face à toute crise et à toute situation imprévisible. Nous sommes là face à une procédure inédite. Les manquements en question relèvent donc de l'appréciation politique des parlementaires que nous sommes. Gardons à l'esprit que la procédure de destitution ne vise pas à sanctionner une infraction. Nous ne sommes pas juges, mais simplement à mettre fin au mandat de celui qui ne serait plus considéré digne de l'exercer. La procédure de destitution a pour objet d'organiser une issue à une situation de crise exceptionnelle dans laquelle le comportement du président de la République serait de nature à porter une atteinte grave et manifeste à l'autorité de sa fonction et partant aux intérêts supérieurs de l'État. La commission de réflexion sur le statut pénal du président de la République, présidée par M. Pierre Avril, a parfaitement explicité dans son rapport du 14 décembre 2002 que l'appréciation en la matière sera éminemment politique. Non seulement les parlementaires, afin de forger leur intime conviction, ne devront pas se considérer comme des juges, ils doivent siéger pour ce qu'ils sont. Nous sommes des représentants et assumer leurs décisions pour ce qu'elles sont, des décisions à caractère politique et non juridictionnel. La Commission a insisté sur ce caractère politique et elle a précisé que le seul critère qui doit être retenu est celui de l'incompatibilité manifeste avec la dignité de la fonction, qui relève d'une appréciation, encore une fois, évidemment politique. Ainsi, ce n'est pas un jugement de la personne qu'il s'agit d'opérer, mais l'appréciation d'une situation politique. À notre sens, la dérive autocratique du président impose une réponse constitutionnelle des parlementaires à la hauteur du coup de force contre nos institutions. Si prises isolément, les différentes fautes politiques que certains reconnaissent bien volontiers peuvent peut-être ne pas être appréciées comme étant cette faute manifeste. L'accumulation, à tout le moins, on peut en convenir, n'est pas compatible avec l'idée que l'on se fait du mandat du président de la République. Alors certes, nous mesurons pleinement les faibles chances que cette procédure aboutisse au regard des forces politiques qui composent les deux chambres et de la majorité requise pour destituer le président, mais au regard de la situation exceptionnelle de chaos politique et institutionnel créé par le président Emmanuel Macron, nous considérons que voter en faveur de ce mécanisme politique est de notre responsabilité. Merci. Merci. Madame Brigitte Brège, pour le groupe UDR. Très chers collègues, je remercie le rapporteur et certains orateurs d'avoir fait un rappel de notre droit constitutionnel. Et il ne vous étonnera pas qu'en tant qu'héritier du gaullisme, nous soyons très attachés à la Ve République, à la Constitution de 1958 voulue par le général de Gaulle pour assurer précisément une stabilité politique après la valse des gouvernements qu'avait connue la Quatrième République. Ça ne m'étonne pas que ce soit justement des groupes d'extrême gauche qui appellent de leur vœu une sixième... comme vous voulez. LFI, c'est pas une insulte. Enfin, je pense que vous êtes. Je pense. Enfin bon. Mes chers collègues, on s'écoute. Cela ne m'étonne pas que des groupes apparentés à des positionnements à gauche, voire même à extrême gauche, aient souhaité essayer plusieurs fois de nous proposer une sixième République, une sixième Constitution, qui n'apporterait que de malheur et encore plus d'instabilité que ce que vous organisez déjà manifestement très
très bien au Mes sein chers collègues, on de laisse l'oratrice l'hémicycle. s'exprimer comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Alors, mes chers collègues, nous laissons l'oratrice s'exprimer. c'est bien, je les ai réveillés. Mes chers collègues, Je suis contente de vous avoir réveillé parce que Nous quand on laissons parle en l'oratrice dernier, c'est s'exprimer. difficile d'être un peu original. Nous nous accordons d'ailleurs tous à dire tout le mal que nous pensons de la politique conduite par Emmanuel Macron, mais pour autant, nous sommes attachés au principe de la stabilité de notre régime qui est qualifié par les constitutionnalistes soit de régime présidentiel, soit semi-présidentiel, mais qui justement a fait ses preuves, qui a permis que la France soit gouvernée, qui ait traversé des cohabitations, mais qu'au bout du compte, notre État soit resté dans un régime démocratique et ordonné. Nous sommes à l'UDR des tenants de l'ordre républicain. Ne vous en déplaise. Et c'est pour la raison pour laquelle, bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans cette pseudo-proposition de résolution qui vise tout simplement à faire de la communication. C'est assez étonnant d'ailleurs, et pas tout à fait étonnant, que dans ce détournement de procédure, finalement, émane de tous ceux qui, finalement, se sont quand même compromis. Ils ne sont pas, d'ailleurs, très gênés d'être en contradiction, dans la mesure où, quand même, c'est LFI qui a apporté un soutien actif au camp présidentiel en 2017, en 2022, et encore tout récemment, en juin 2024, avec des accords électoraux de désistement pour sauver leurs sièges respectifs. Donc, pour autant, même si nous sommes tous d'accord pratiquement, si j'ai bien compris, je suis assez étonnée d'ailleurs de cette unanimité pour dire que nous n'avons pas un président exemplaire et que sur le plan politique, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est sa politique et il est président de la République. Et donc, nous ne rentrons pas dans l'hypothèse que vous avez essayé de nous proposer pour le destituer. Il faut en effet respecter la fonction éminente du président de la République et notre groupe sera toujours le garant face aux révolutionnaires de salon de la stabilité de l'État et de notre Constitution telle que l'ont voulu le général de Gaulle et le peuple souverain. Vous pouvez dire qu'en réalité, dans votre ivresse révolutionnaire, votre collègue Le Mans vient d'indiquer que ce qu'il souhaitait véritablement, c'était la tête de Macron. Ces propos sont inacceptables dans notre Assemblée. Mais malheureusement, c'est un énième dérapage de la part de nos chers collègues. Ils devraient se souvenir que dans l'histoire de la Révolution française que vous avez évoquée tout à l'heure, 1791, la guillotine a fini par frapper en 1793 ceux qui l'avaient le plus réclamé et celui qui l'a le plus utilisé, tel Monsieur Robespierre que vous admirez tant. Donc vous ne serez pas étonnés que nous votions contre cette résolution. merci. Alors, on va essayer de retrouver nos esprits, malgré les ivresses des uns et des autres, pour reprendre le terme. Monsieur le rapporteur, je vous laisse faire part de vos observations. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour tous vos développements. Je ne sais pas si je pourrais éclairer toutes les remarques et les considérations nombreuses que cette proposition de résolution soulève. Je veux remercier à ce stade, parce que c'est à la lumière des auditions que j'ai menées que je vais essayer d'y répondre. Je veux remercier les professeurs de droit constitutionnel qui ont bien voulu venir à nos auditions que nous avons organisées hier et avant-hier dans un délai très restreint, et M. François Joly, l'administrateur, qui a participé à ce travail. Je vais prendre les interventions dans l'ordre, mais assez rapidement, comme m'y invite Monsieur le Président. Monsieur Léaumont, il y a effectivement choisir et nommer. Néanmoins, la distinction n'est pas non plus tout à fait claire dans la Constitution. On peut avoir un débat. Vous avez dit le problème est à l'Élysée. Je crois que tout le monde en convient. Néanmoins, le principe d'irresponsabilité du chef de l'État est consacré dans les régimes parlementaires. Je veux apporter là une petite interrogation sur ce principe. Ce principe, il est valable quand le chef de l'État utilise les fusibles qui sont à sa disposition également dans la pratique du pouvoir. Et il y a peut-être une discontinuité dans la pratique entre les anciens présidents de la République et Emmanuel Macron sur ce point-là. Et peut-être c'est la raison pour laquelle tant de nos concitoyens vont chercher sa responsabilité à lui. Monsieur Philippe Schreck,
Vous regrettez le Front républicain, c'est de la tambouille, que tout ça... Moi, je ne sais pas si on est tout à fait là dans le cadre de la destitution. Simplement vous dire que si ce Front républicain avait été de la tambouille, les électeurs ne l'auraient pas suivi. Et en fait, si nous ne respectons pas la sanction des électeurs, nous ne sommes plus des démocrates. Madame Aurore Berger, la procédure est irresponsable, vous dites. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Les auditions que nous avons menées tentent à dire qu'elle est ici, elle est utile. Et nous devons aussi nous attacher, c'est ce à quoi nous invite la Constitution, à rechercher la protection de la fonction présidentielle et non pas la protection du titulaire de sa fonction. Et donc nous devons nous pencher sur la question de savoir si à un certain moment il ne faut pas protéger la fonction contre son titulaire lui-même. Et donc ça n'est pas une logique d'affaiblissement des institutions, mais en réalité de la protection de la Ve République. Vous connaissez mon aversion pour la Ve République, mais mon rôle de rapporteur aujourd'hui me fait passer de l'autre côté, et je crois que nous devons aujourd'hui la faire fonctionner normalement et la faire respecter. Bon, je m'arrête là. Sur la question de la jurisprudence, ça n'est pas que nous cherchions à faire une jurisprudence, c'est que nous allons de fait faire une jurisprudence dans la manière dont nous examinons cette question. Et en réalité, il y a une nouvelle rédaction de l'article 68 qui n'avait pas été utilisée dans son ancienne rédaction, qui va être utilisée ici. Et donc, comme il revient aux parlementaires de dire qu'est-ce qui est ou pas un manquement, nous avons cette responsabilité de faire jurisprudence. Je maintiens mes propos. Monsieur Hervé Solignac, je me permets de vous féliciter de la qualité de votre intervention qui ne s'est pas égarée dans des considérations politiques, mais qui est restée sur le problème, je crois, qui doit nous animer aujourd'hui, qui est de nous interroger sur cet article, si on peut l'activer et quelle est sa portée. Je relève dans votre intervention une question qui a été aussi débattue pendant les auditions, celle de savoir à quel endroit a été négociée la coalition gouvernementale. Dans toutes les démocraties parlementaires, la coalition se négocie au Parlement. Et effectivement, c'est une anomalie totalement inadmissible que la coalition aujourd'hui au gouvernement ait été négociée à l'Élysée même. Voilà, pour appuyer ce propos. Et vous avez dit, oui, c'est une mesure ultime. La question qui nous est posée, c'est de savoir à quel moment doit-on déclencher cette mesure ultime. Ça n'est pas à moi d'y répondre à ce stade. Monsieur Philippe Gosselin, on ne juge pas sur des sentiments, on ne juge pas des sentiments. Je crois que nous essayons de nous abstraire de cette question sentimentale. Je crois que vous auriez pu le faire aussi en fin de votre intervention, de rester sur des questions de mécanismes institutionnels. Vous avez dit, nous n'allons pas faire un procès politique. Là, je souhaiterais un petit peu vous contredire. C'est-à-dire que les travaux qui ont amené à la modification de l'article 68 montrent que nous ne sommes pas dans un procès pénal. Ça n'est plus la haute cour de justice, c'est la haute cour. Et le manquement n'est pas qualifié. D'ailleurs, il n'y a pas le mot grave dans la phrase, parce qu'on ne mesure pas sa gravité. On mesure sa portée, l'opportunité de qualifier de manquement à un moment donné. Vous dites le président de la République a un rôle d'arbitrage et finalement il n'en sort pas. Je me permets d'observer qu'il est un peu plus qu'un arbitre dans la séquence que nous venons de vivre, et je crois que c'est là l'origine de beaucoup de troubles. Enfin, nous ne voulons pas renverser les institutions, mais je viens de le dire, nous voulons être les garants de la stabilité. En tout cas, je crois que le travail de cette commission doit s'attacher à faire respecter la stabilité de la Ve République. Je me permets ce petit commentaire. Je pense qu'Emmanuel Macron est en réalité aujourd'hui le meilleur ambassadeur de la VIe République.
Monsieur Pouria Amirchaï. Excellente intervention. Merci, Madame Merget. Vous dites qu'il faut prononcer une suite favorable pour contraindre le président à venir s'expliquer. Moi, je pense qu'il est salutaire que nous ayons le débat sur le président de la République. Je me pose la question de savoir s'il doit, lui, venir s'expliquer en vertu de la séparation des pouvoirs. Effectivement, si la Haute Cour venait à se réunir, il pourrait venir, il aurait la faculté de venir s'expliquer. Ça n'est pas une obligation, se défendre ou être représenté à la Haute Cour. Faut-il en arriver jusque-là pour avoir le débat? Peut-être, c'est vous qui allez en décider. Je ne me prononce pas sur cette question-là. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des limites. On est à la limite de la Ve République. Je crois que beaucoup d'observateurs ont montré que la Ve République a eu des dérives présidentialistes. On reste un régime parlementaire, mais à partir de 62, avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct, avec l'inversion du calendrier, avec le quinquennat, finalement, la concentration des pouvoirs à l'Élysée et aujourd'hui, la manière dont les décisions sont prises conduisent beaucoup d'observateurs à dire qu'on est au bout, en tout cas, de cette logique de présidentialisme de la Ve République. Et je pense que c'est au rôle des parlementaires de mettre un point d'arrêt à cette dérive qui peut, en réalité, déboucher sur une crise institutionnelle beaucoup plus grave que ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Philippe Latombe, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose sur le fond. Vous dites que c'est un dévoiement de la procédure. Je conteste ce point-là. Madame Firmin-Lebaudot. Une appréciation partisane. Est-ce que cette proposition de résolution soulève uniquement une appréciation partisane? J'ai, dans mon propos introductif, expliqué effectivement que, comme vous, je ne crois pas que le manquement soit manifestement incompatible au regard des questions de procédure et des deux tiers. Pour autant, je pense qu'on est un petit peu au-delà de la question partisane. Premièrement, parce que ce n'est pas un seul parti qui a signé cette résolution, et deuxièmement, parce que ça résonne quand même très fortement dans la société. Il y a un trouble chez les électeurs qui est fort, et on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Vous dites que la coalition du NFP avait une majorité hostile. Peut-être, ça reste à démontrer, et ça n'empêche pas, dans d'autres régimes parlementaires, de donner un mandat exploratoire, que le chef de l'État donne un mandat exploratoire à la force politique arrivée en tête ou la coalition politique arrivée en tête, charge à elle de démontrer qu'elle a une majorité pour gouverner ou non. Ça n'a pas été le choix du président de la République. Un autre commentaire, le président a la faculté de nommer qui il veut et sans consulter en réalité les partis politiques. C'est la lecture par exemple de la professeure Anne Levade qui pense qu'en réalité c'est une faute du chef de l'État d'avoir consulté les partis politiques au regard de la Ve République. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y a plusieurs manières de chercher une coalition et cette coalition n'a pas été recherchée et on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité parce qu'on considère que d'autres ont commis une faute, la responsabilité du président de la République étant la plus haute. Monsieur Molac, je partage votre intervention sur le sentiment de colère, sur le fait que peut-être par sa manière de prendre les décisions, le président jette de l'huile sur le feu, que le chef de l'État est aujourd'hui, vous avez dit un chef de clan, c'est peut-être un peu fort, mais il est au moins un chef peut-être d'une majorité, voilà, il n'est plus dans son rôle d'arbitre. Il a été désavoué, vous l'avez dit, aux élections. Je crois que ça, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer dans la suite en réalité des événements. D'autres présidents, quand ils avaient été désavoués dans les élections générales, avaient coupé complètement avec le Premier ministre. Ils étaient restés cantonnés sur l'article 5 et ils avaient laissé le soin de conduire la politique de la nation par le Premier ministre. Ça n'a pas été le choix fait par le Président de la République.
Et je pense que c'est encore une fois cette question-là qui est à l'origine de beaucoup de troubles aujourd'hui. Madame Keabidi, je vous suis dans votre analyse, pas tout à fait jusqu'au bout parce que je n'en attire pas la même conclusion, mais là où je vous suis particulièrement, c'est qu'il me semble que l'accumulation des fautes politiques peut être qualifiée à la fin comme un manquement. Et je crois que ce manquement, et c'est aussi ce qui ressort des auditions, doivent être considérés au regard de leurs conséquences. À partir de quel moment ces conséquences sont suffisamment graves pour que nous ayons à protéger la fonction contre son titulaire? Je ne réponds pas à cette question, c'est vous qui devrez le faire. Madame Barège, sur la 6e République qui serait une république de malheur, ça nous verrons bien. Je crois que la 5e aujourd'hui, en réalité, pose beaucoup de questions. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir des totems sur la 5e République et le général de Gaulle. Je pense que d'ailleurs, la 5e République que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout celle de 58. Il y a eu beaucoup de changements, 25 changements de la Constitution depuis. Cette Constitution est encore appelée à bouger. Le régime y change par sa pratique aussi. Et que si nous voulons la stabilité et l'ordre républicain, il me paraît très sain que le pouvoir législatif fasse valoir ses prérogatives et mettre parfois quelques limites au pouvoir exécutif. Je n'irai pas jusqu'à vos propos sur la guillotine, je pense qu'on est hors du sujet. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il y a un deuxième tour, mais je laisse la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je dois signaler que plusieurs groupes m'ont fait connaître qu'ils renonçaient à la seconde prise de parole. Le Rassemblement national, Droite républicaine, les démocrates, GDR et Lyot. Je n'ai pas la réponse concernant l'UDR. Madame Vaginet, OK. Donc on commence et je vous rappelle qu'on finira par la France Insoumise, Gabriel Catala, si je me trompe. Et donc je passe immédiatement la parole à Ludovic Madès pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui nous traitons d'un sujet hautement symbolique et très dangereux pour notre démocratie. S'attaquer au chef de l'État, c'est s'attaquer par ricochet à la 5e République. Ce n'est pas étonnant au regard des instigateurs de cette procédure qui n'ont de cesse, depuis des années, de critiquer, de dénigrer et stigmatiser cette 5e République. Nous le savons tous, cette procédure n'a aucune chance d'aboutir, mais la moindre occasion pour taper sur la République est bonne à prendre, comme confirmé par notre collègue Léaumont dans son intervention. Car c'est de cela dont nous parlons. Destituer le président de la République, élu au suffrage universel direct, donc remettre en cause le choix des Français et de surcroît, un des principes intangibles de la République. Saint-Just disait, pour fonder notre République, il faut la faire aimer. Je crois que ceux qui souhaiteraient que cette procédure aboutisse n'aiment pas notre République. Au contraire, ils aiment le désordre et le chaos, car c'est ce qui les fait prospérer. Mon analogie est donc simple. LFI n'hésite pas à s'attaquer au symbole le plus évident de notre République, son président, dans le seul but d'exister politiquement. Cette tentative de destitution est dangereuse et révélatrice des réelles ambitions de la France insoumise, destruction des fondations de notre République, segmentation des Français et appauvrissement des valeurs de la nation. Travaillons ensemble à inventer un nouveau logiciel, car c'est ce que nous demandent les Français. La politique de la terre brûlée par la France insoumise n'amène qu'encore plus de chaos et nous éloigne les uns des autres en laissant à penser que l'avenir serait à l'extrême droite. Nous aurions pu créer les conditions pour travailler ensemble à un gouvernement républicain inédit, basé sur le front républicain de juillet dernier. Mais c'est dans ces moments que vous révélez votre vraie nature, celle qui consiste à faire des coups politiques à travers cette procédure de destitution, dans le seul but de nourrir vos intérêts politiques. Alors, chers collègues, coupons très vite la tête de cette mauvaise idée, bien que le jeu de mots soit peut-être mal placé, mais que les insoumis ont souvent usé. Nous avons besoin de réaffirmer la solidité de notre bloc constitutionnel et non de le dévoyer en le remettant sans cesse en question. Je vous remercie. Merci. Marc Pénat pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d'abord, je vais peut-être apprendre quelque chose à tout le monde. Le pouvoir n'est plus à l'Élysée, il est au Parlement. Ça clôt presque le débat. Monsieur Macron a, disons, fini ses cartouches politiques et aujourd'hui, nous devons, en tant que parlementaires, effectivement, examiner cette question. Si je dis cela, c'est que je pense que cette procédure, contrairement à mes autres amis du Nouveau Front Populaire, c'est une procédure qui va aider
Emmanuel Macron, finalement, à se réhabiliter d'une certaine manière, puisque nous n'obtiendrons jamais de majorité, plutôt que de l'affaiblir politiquement. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Deuxièmement, je suis juriste. Le droit ne se tord pas toujours comme on veut, que l'on s'appelle Monsieur Macron ou que l'on ait d'autres noms. En l'occurrence, moi, je crains une banalisation de la procédure de destitution qui vient tout de même de l'esprit de la procédure de haute trahison ou d'impeachment, qui n'est pas dans notre tradition parlementaire. Nous ne sommes pas un régime présidentiel, nous sommes un régime parlementaire. Et donc cette banalisation, je la crains en tant que juriste, je la crains en tant que député. Monsieur Macron, ça a été dit, il n'a pas respecté l'esprit des institutions, notamment des institutions parlementaires et de ses usages, j'en suis persuadé. Mais il n'a pas violé la Constitution. Je le répète, le droit ne peut pas se tordre à souhait. Et ainsi, je pense que la meilleure manière de combattre les choix de M. Macron, eh bien, c'est de combattre maintenant le gouvernement de M. Barnier sur la forme et sur le fond, et bientôt de le censurer. Quant à la Ve République, et pour terminer, j'ai commencé à faire des propositions en tant que député néophyte. Par exemple, il faudrait peut-être intervenir sur la durée d'un gouvernement démissionnaire, car effectivement, on a eu une situation extravagante. Il faudrait peut-être intervenir aussi sur l'incompatibilité enfin assumée entre la fonction de ministre et de député. Ça me semble les sujets sérieux d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous signale que vous êtes intervenu dans l'angle mort des caméras, parce que vous avez probablement fait votre intervention sur un autre micro, je le signale au passage, parce que chacun cherchait qui parlait. C'était donc notre collègue Marc Ménage. Vous voulez que je la refasse? Non, c'était très bien comme ça, mon cher collègue. Pas de difficulté. Alors, j'ai accepté exceptionnellement, compte tenu du caractère singulier de notre procédure de destitution, de son examen en tout cas, que Pouria Amirchahi puisse prendre la parole une seconde fois au nom de son groupe pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je ne crois pas, et que, contrairement à ce qu'a dit à notre collègue Gosselin, que nous jugions en droit. D'ailleurs, tous les constitutionnalistes nous ont expliqué exactement l'inverse dans toutes les auditions. Et c'est bien la situation inédite dans laquelle on se trouve. Je l'ai dit tout à l'heure, au fond, ce n'est pas vraiment la destitution dont on parle et que l'on juge ici, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. En revanche, je vous invite à réfléchir à la situation politique, y compris institutionnelle, que nous sommes en train de traverser. Ceux-là même qui disent attention à la crise, attention à cette procédure qui ne rajouterait qu'à la crise. Je vous invite, d'une certaine façon, à en faire un peu du judo. Elle est possiblement, cette discussion parlementaire que nous avons ici, une solution à la crise. Et d'ailleurs, mon collègue Pédia vient de le rappeler, il y a bien des angles sur lesquels la Constitution est défaillante, et lourdement défaillante. Et demain, un président de la République bien plus mal intentionné risquerait d'aggraver et d'ajouter du malheur à la fragilité démocratique qui est la nôtre aujourd'hui. Enfin, dernier élément, je pense que nous avons l'humilité, un devoir d'humilité. Ce n'est pas simplement à la commission des lois, pour une affaire aussi importante, de trancher définitivement la question de savoir si le président a commis des manquements, de caractériser ces manquements et d'en tirer les conclusions. En revanche, c'est de notre responsabilité de proposer à toute l'Assemblée nationale, à tous les parlementaires, la possibilité, l'opportunité de réfléchir à une réforme constitutionnelle radicale qui ressemble enfin au pays, qui protège les droits et les libertés et qui surtout nous fait franchir un pas décisif dans la séparation des pouvoirs, que le pays de Montesquieu a érigé en doctrine absolue, mais n'a pas respecté. Merci, chers collègues. Naïma Mouchou pour le groupe Horizon et Indépendants. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas me moquer de l'initiative du NFP, et d'ailleurs c'est leur droit, et en particulier de LFI. J'ai appris à les connaître depuis 7 ans, ils ne sont jamais à court d'idées, c'est vrai. Et ça, c'est la nouvelle trouvaille, la destitution pour provoquer
mais c'est vrai. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des points intéressants. Sinon, on perdrait notre temps en commission des lois. Il y a des points intéressants, même si on tord la Constitution dans tous les sens. Ce qui est intéressant, à mes yeux, c'est les deux visions qui s'opposent finalement, qui sont très antagonistes. La vision qui est très mathématique, très arithmétique du NFP, qui considère avoir gagné les élections, qui pèse à peine un tiers des sièges, encore une fois, ce qui est très très loin de la majorité absolue, mais qui considère que c'est suffisant demain pour gouverner. Et la seule vision qui vaille, en réalité, qui est la vision politique, avec la question de savoir comment on peut constituer la majorité la plus stable pour gouverner, ce qui veut bien dire qu'il y a un sujet, puisque à partir du moment où les forces politiques se sont prononcées pour dire que le gouvernement de Mme Castex serait immédiatement censuré, il y a bien une question de stabilité et qui s'impose à nous. Et le deuxième point intéressant, en ce qui me concerne, alors c'est un peu de la cuisine politique, mais je trouve ça intéressant, pas tant que ça d'ailleurs de la cuisine politique, c'est le comportement ou l'attitude de nos collègues socialistes. Avec tout mon respect, je les aime beaucoup. Collègues socialistes qui, on l'a entendu d'ailleurs, pour partie en tout cas, ne sont pas très à l'aise, et on les comprend, qui sont dans une situation de soumission aux insoumis, si je peux faire ce jeu de mots, aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui en parle le mieux, puisque j'ai été très attentive à ce qu'a dit Monsieur le Président Hollande ce matin sur une matinale, et qui expliquait, Madame Obono, qui expliquait que la gauche réformatrice allait bientôt mettre à néant la gauche insurrectionnelle et révolutionnaire. Alors j'ai hâte du prochain épisode, Monsieur le Président. Merci. Nous avons toujours hâte des prochains épisodes. Madame Vaginet, pour le groupe UDR. Non, c'est celui-là. La France insoumise se sert de la procédure de destitution pour accentuer les divisions politiques dans notre pays et utilise notre Constitution de 1958 comme un outil de confrontation politique et de désordre social. Cette procédure, motivée uniquement par la déception de l'absence de nomination de Lucie Castet, érode encore plus la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques et victimise un président qui doit au contraire assumer devant les Français un bilan qui est catastrophique. De plus, cette procédure, si elle était adoptée, bloquerait le calendrier législatif où nombre de réponses et mesures urgentes sont attendues pour redresser le pays et répondre aux attentes des Français. La destitution du chef de l'État est un acte gravissime qui doit être motivé par des faits partagés et incontestés et non par des querelles bassement partisanes provoquées par des déceptions et des trahisons d'accords électoraux contre nature que vous avez vous-même conclus avec le chef de l'État. La vraie faute repose sur la France insoumise qui instrumentalise le processus de destitution et prend en otage nos institutions et notre Constitution et ne fait que les affaiblir et diviser encore davantage le pays. Merci. Madame Kerbidi, qui avait zappé sa prise de parole pour 2 minutes. Non, je ferai court, Monsieur le Président, mais je trouvais quand même assez étonnant qu'on puisse invoquer la stabilité politique pour vouloir maintenir coûte que coûte un président qui justement n'a eu d'effet que de fragiliser les institutions et la République. Et puis de dire également que tous ceux qui ont signé ou qui sont prêts à voter pour la destitution sont bien conscients, et nous les premiers, du peu de chance que l'on a d'arriver au bout de cette procédure. Mais elle aura au moins pour effet de pouvoir discuter des différentes violations de la Constitution, des différentes interprétations problématiques, et de poser, outre la question de la responsabilité du chef de l'État, celle de l'évolution nécessaire de notre Constitution pour qu'on ne puisse plus arriver à des situations comme celles que nous sommes en train de vivre en ce moment et qui ne correspondent pas ni à l'idée des constituants, ni à l'idée que le peuple se fait de ceux qui doivent gouverner et faire respecter la Constitution. Merci à vous. Et comme convenu, donc, la dernière prise de parole est réservée au groupe auteur de la proposition de résolution, Gabriel Catala. Monsieur le Président, chers collègues, au soir du 7 juillet 2024, les Français ont envoyé un message clair. Tournez la page du macronisme.
placer le nouveau Front populaire et son programme de rupture en tête, faire barrage à la vision raciste du monde de l'extrême droite. Depuis, ils ont à la tête du gouvernement Michel Barnier, dont le parti a fait 5% aux élections législatives, mais occupe 10 ministères. Ils ont Bruno Retailleau, républicain de papier, chef de la police pour qui l'état de droit est accessoire, ainsi que 19 ministres macronistes. Car depuis 3 mois, les perdants se comportent en vainqueurs comme si l'élection du 7 juillet n'avait jamais eu lieu. L'autocrate à la manœuvre a un nom, il s'appelle Emmanuel Macron, et il a à sa disposition un régime nocif et agonisant, la Ve République. Collègues, il faut voter la destitution car ni le vote du 7 juillet n'a été respecté, ni l'élan qui a poussé les Français aux urnes. Il faut voter la destitution car les Français ne veulent pas d'un arc macrono-lepéniste et d'un gouvernement sous surveillance de l'extrême droite. Il faut voter la destitution car les Français n'ont pas voté pour un gouvernement favorable à la retraite à 65 ans et indifférent au sort des plus fragiles, ni pour des coupes budgétaires supplémentaires qui les atteindront dans leur chair et dans leur dignité. Il faut voter la destitution car depuis 3 mois, la France est la risée du monde libre et la presse internationale ne trouve plus de mots assez sévères à notre égard. Il faut voter la destitution car Emmanuel Macron ne connaît que la brutalité pour imposer son agenda de destruction des biens publics et d'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous. Il faut voter la destitution car notre Ve République pourrissante ne prévoit qu'une seule procédure, celle de l'article 68, lorsque le président de la République manque à ses devoirs, lorsqu'il porte atteinte à la dignité de sa fonction, lorsqu'il bafoue notre Constitution et en premier lieu la souveraineté nationale, celle qui appartient au peuple français. Il faut voter la destitution car nous devons protéger nos institutions d'un président hors de contrôle et remettre de la stabilité dans le chaos créé par Emmanuel Macron. Collègues, votons la destitution car l'ordre, c'est d'abord l'ordre républicain, celui qui nous permet de vivre en démocratie. Merci. Merci. Évitons les applaudissements en commission. Je pense que ça n'est pas forcément très utile. Mes chers collègues, nous allons retrouver le calme quelques secondes. Je veux demander, je me tourne vers le rapporteur pour savoir s'il souhaite faire quelques observations complémentaires avant de passer au vote. Je le dis tout de suite. Pour le vote, il serait bon, vu le manque de place qui est une contrainte de cette salle, que celles et ceux qui ne sont pas membres de la commission se lèvent de façon à ce que de façon à ce que les membres de la commission puissent voter dans de bonnes conditions. Monsieur le rapporteur. Oui, je ne répondrai pas à l'ensemble des questions. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais effectivement, là, on n'est pas du tout, Monsieur Mendes, dans une attaque de la Ve République. Je préfère quand même le dire, et je pense que ce type de raisonnement est un peu paresseux par rapport à la situation politique que nous vivons. Il faut sortir un peu de cet hémicycle pour voir le trouble qui est causé par la situation que nous vivons. Monsieur Pénat, sur la responsabilité du président et sa force. Effectivement, vous avez dit le pouvoir est au Parlement et je suis d'accord avec vous sur ce point, à la condition que les députés et les sénateurs s'en saisissent. Dans d'autres régimes présidentiels, je pense au Portugal, avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct, celui qui conduit la politique de la nation, celui qui a l'initiative politique, en réalité, aujourd'hui, c'est le Premier ministre, parce qu'il a la confiance très large de son Parlement, ce qui n'est pas le cas ici, et ce qui en réalité donne des marges de manœuvre au président de la République parce qu'il n'y a pas de majorité forte à l'Assemblée. Mais je souhaite que notre Assemblée soit le cœur de l'exercice du pouvoir et que l'initiative politique revienne dans notre Assemblée. Mais voilà, cela tient à nous-mêmes. Sur le fait que la fragilité démocratique, moi je suis persuadé que nous sommes dans un régime extrêmement fragile et qu'il ne faut pas sous-estimer ceci. Et ce n'est pas ceux qui souhaitent discuter du régime qui cause la fragilité, c'est la pratique qui est arrivée au bout d'une certaine logique. Naïma Mouchou, vous avez dit que c'était un exercice finalement de diversion. Je crois que la présence très nombreuse aujourd'hui en commission atteste que c'est un sujet fondamental qui intéresse beaucoup de monde.
et qui doit être discuté sérieusement en commission et dans l'hémicycle. Madame Vaginet, vous avez dit que si nous l'examinions en séance, ça créerait un blocage dans le calendrier législatif. Alors je n'ai pas... Quelque chose a dû m'échapper. Je crois que nous n'avons rien à l'ordre du jour, à part le budget. Mais je pense que ça ne bloquera rien du tout. Pas d'intervention sur les deux, pas de commentaire sur les deux dernières interventions. Un petit commentaire personnel sur la question de la responsabilité du chef de l'État, qui doit quand même pouvoir être interrogé pour les actes dispensés de contre-seing, au nombre desquels figure la dissolution et, par exemple, l'article 16. Pour ces mécanismes-là, il faut quand même imaginer la possibilité d'engager la responsabilité du chef de l'État qui ne soit pas celle du Premier ministre. Il n'y a rien réellement dans la Constitution pour ça. On peut s'imaginer que la responsabilité s'exerce en cas de réélection ou en cas d'élection générale, de législative. Mais on peut aussi imaginer que l'article 68 serve à cette procédure. Et donc je pense qu'il ne faut pas s'interdire ce mécanisme pour la suite, sachant que tous les mécanismes, y compris de renversement des gouvernements, ont été faits avec des procédures au départ qui n'existaient pas et qui ont été utilisées par les parlementaires pour faire valoir la responsabilité de l'exécutif. Je termine un petit mot sur le rôle de la Commission. J'ai posé plusieurs fois la question au professeur de droit constitutionnel que j'ai pu auditionner. Il y a eu un débat dans la commission avril et dans les travaux préparatoires à la loi organique sur le fait de savoir si la commission était un filtre ou pas. D'ailleurs, dans la première rédaction, il y avait le mot sérieux. La commission devait vérifier le caractère sérieux de la résolution. En réalité, le filtre a été transféré à la commission, au bureau de l'Assemblée, la recevabilité transférée à l'Assemblée. Et donc, le rôle de la commission ne saurait être un rôle de filtre et ne saurait avoir un droit de veto, quel que soit le résultat du scrutin. Je crois, et en tout cas c'est le sens des auditions, il est normal que le débat puisse avoir lieu dans l'hémicycle. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Et puis, en effet, je rebondis sur vos derniers propos, monsieur le rapporteur. Notre position n'arrête pas la procédure, quelle qu'elle soit, mais il en est de même d'ailleurs pour les textes législatifs. Avant de procéder à l'appel nominatif pour le vote à scrutin public, décidé, je vous le rappelle, hier par le bureau de la commission des lois, je tenais simplement à vous dire que je suis particulièrement, à titre personnel, mais satisfait de voir la très bonne tenue ce matin, nos débats, les propos très approfondis de la plupart, tous, orateurs, pardon. C'est une première. Je remercie monsieur le rapporteur ainsi que notre administrateur. Et comme vous le savez, ce que nous venons de vivre fera l'objet de ce que l'on appelle un précédent et qui donc figurera sur les tablettes, si j'ose dire, non pas de marbre, mais de l'Assemblée nationale. Et nous verrons, bien sûr, ce que la conférence des présidents, qui sera saisie mardi prochain, débattra de l'inscription en séance de cette proposition de résolution. Je vais par conséquent procéder à l'appel nominatif. Vous devrez répondre pour, contre ou abstention, en des termes suffisamment clairs pour que toutes celles et ceux qui notent vos votes puissent les agréger et nous donner un résultat conforme à votre expression à l'issue du scrutin public. Je commence. Marie-Josée Allemand. Prenez le micro à chaque fois. Contre. Monsieur Pouria Amirchahi. Pour que le débat ait lieu en séance. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires, sincèrement. Madame Léa Balage El-Mariki. Pour. Madame Brigitte Barège. Monsieur... Alors vous avez dit pour. Nous reprenons Madame Barège. Je refais l'appel. Madame Barège. Votre micro, Madame Barège. Ah oui. Non, je suis contre la résolution, bien sûr. Romain Beaubry. Contre. Madame Aurore Berger. Contre. Monsieur Hugo Bernalicis. Pour la destitution. Madame Sophie Blanc. Contre. Madame Émilie Bonivard.
Contre. Madame Pascal Borde. Monsieur Yann Boucard. Absent. Absent. Monsieur Florent Boudier. Contre. Madame Blandine Brocard. Madame Colette Capdevielle. Contre. Madame Gabrielle Catala. Monsieur Vincent Corr. Monsieur Paul Christophe. Absent. Contre. Je suis là. Christophe Le, vous le représentez. Pardon. Je suis Fleu. Fleu, pardon. PHLE. Ok, ça marche. Contre. Monsieur Jean-François Coulombe. Pour se débarrasser du problème. Madame Edwige Diaz. Monsieur, Emmanuel Duplessis. Pour. Monsieur Marc Fesneau. Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Contre. Monsieur Moerani Frébeau. Contre. Madame Martine Froger. Contre. Monsieur Jonathan Géry. Contre. Monsieur Johan Gillet. Contre. Monsieur Philippe Gosselin. Contre. Monsieur Guillaume Gouffier-Valente. Contre. Madame Monique Glisetti. Contre. Monsieur Jordan Guiton. Absent. Monsieur Sébastien Huyghe. Contre. Monsieur Jérémy Jordanov. Contre. Madame Emeline Kerbidi. Pour. Madame Marietta Caramoli. Monsieur Andy Carbra. Pour la destitution. Monsieur Philippe Latombe. Contre. Monsieur Antoine Léaumont. Pour la destitution. Monsieur Mathieu Lefebvre. Madame Sarah Legrain. Pour la destitution. Monsieur Roland Lescure. Contre. Monsieur Aurélien Lopez Ligori. Contre. Madame Marie-France Laureau. Contre. Monsieur Laurent Marcangeli. Contre. Monsieur Olivier Marlex. Contre. Madame Elisa Martin. Monsieur Éric Martineau. Contre. Monsieur Brian Masson. Contre. Monsieur Stéphane Mazard. Monsieur Ludovic Mendes. Madame Laure Miller. Monsieur Paul Molac. Madame Naïma Mouchou. Alors, fermez le micro, peut-être. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert quelque part. C'est toi qui ouvres. Le mien, il peut marcher. Madame Naïma Mouchou, donc. Contre. Madame Danielle Obono. Pour destituer le monarque. Monsieur Éric Pogé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Éric Pogé. Contre. Monsieur Marc Pénat. Contre. Monsieur Stéphane Peu. Pour. Monsieur Julien Rancoul. Madame Sandra Régol. Madame Béatrice Rouleau. Contre. Contre. Monsieur Hervé Solignac. Contre. Monsieur Philippe Schreck. Contre. Madame André Torigna. Pour la destitution. Monsieur Michael Taverne. Contre. Monsieur Jean Terlier. Madame Céline Thiebaud-Martinez. Contre. Monsieur Vincent Thiebaud. Contre. Madame Sophie Vaginet. Contre. Monsieur Roger Vico. Contre. Monsieur Antoine Villedieu. Contre. Monsieur Jean-Luc Warsmann. Absent. Monsieur Giovanni William. Contre. Madame Caroline Yadan. Contre. Merci.
Bien, mes chers collègues, votant 69, exprimé 69, la majorité étant donc à 35, pour 15, contre 54. Je vous remercie. La conférence des présidents aura s'exprimer par conséquent sur l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Je vous rappelle la règle, 13 jours au plus tard, à compter de notre expression ce matin, 13 jours au plus tard pour l'inscription, le cas échéant, en séance, 15 jours au plus tard, après notre vote de ce matin, pour le vote éventuel de l'Assemblée nationale. Et nous nous retrouvons à 18 h pour l'audition très attendue du ministre de l'Intérieur.